La Colombie, le pays du vallenato, du café et du réalisme magique, est le deuxième pays hispanophone le plus peuplé du monde. Juste derrière le Mexique, en plus d'être l'un des pays de la région qui a le plus grandi économiquement ces dernières décennies, pour devenir l'un des pays les plus pertinents. Pour connaître son histoire, j'ai besoin que tu me donnes quelques minutes de ton temps. Pourrais-tu me rendre ce service? Allez! Alors, commençons. On estime que la Colombie a commencé à être peuplée il y a environ 26 000 ans depuis le Paléolithique, mais les premières cultures commenceraient à fleurir à partir du 7e siècle AVJC, telles que San Agustín Tumaco, Jimbaya, Calima, toutes autour de la zone sud-ouest colombienne. Dans la partie nord-ouest, actuel département de Magdalena, vers l'an 100 après Jésus-Christ, la culture tairona se développerait, où se trouverait la célèbre cité perdue. Dans cette zone, les Énués se distinguaient également, qui se sont installés dans les départements actuels de Córdoba et Sucre, et dont les communautés indigènes perdurent jusqu'à aujourd'hui. En nous transportant dans les Andes colombiennes, nous trouvons la culture Nariño, qui occupait une zone en conjonction avec la culture Piartal, qui habiterait dans les territoires colombiens actuels, qui ressentirait l'influence de l'expansionnisme inca sous le commandement de l'Inca Tupac Yupanqui. Mais probablement la culture précolombienne la plus pertinente et durable était les Muiscas, d'origine Pechicha d'Amérique centrale, qui s'étaient établis entre 500 et 800 après Jésus-Christ sur le plateau de Cundiboyacense et dans le nord de Santander. Les Muiscas ont développé une activité économique remarquable basée sur l'agriculture, l'exploitation minière et le troc avec les peuples voisins. De plus, ils étaient de religion polythéiste, adorant des divinités qui représentaient diverses forces de la nature, telles que Chimichagua, le dieu créateur. Vers 1450, les Muiscas se sont organisés en confédération Muisca, qui occupait le territoire des régions déjà mentionnées et était l'état le plus consolidé que les Espagnols trouveraient sur le territoire colombien. Et en parlant d'Espagnol, ces époques coïncident avec l'arrivée des premiers Européens en Amérique. Le premier Espagnol à arriver sur les territoires colombiens serait Alonso de Ojeda, qui arriverait sur la péninsule de Guajira en 1499, peu après la fondation du royaume de Tierra Firme, auquel le territoire colombien deviendrait une partie. En 1510, Santa María la Antigua del Darien serait fondée, qui serait la première ville sur le territoire colombien, mais qui disparaîtrait peu de temps après. Déjà vers 1525 et 1533, les Espagnols fonderaient respectivement Santa Marta et Cartagena de India, qui seraient des villes qui perdureraient jusqu'à aujourd'hui. Et avec cela, ils auraient déjà le contrôle côtier de la zone. Les expéditions espagnoles suivantes partiraient de ces deux villes. En 1537, une expédition dirigée par l'explorateur Gonzalo Jiménez de Quesada conquiert les Muiscas après avoir suivi le cours du fleuve Magdalena. Jiménez fonderait la ville de Santa Fe de Bogota, qui deviendrait la capitale du nouveau royaume de Grenade nouvellement émergé. Ce royaume serait bientôt constitué en tant que district de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogota, devenant une partie du vice-royaume du Pérou en 1549, c'est-à-dire il a été considéré comme une capitainerie du vice-royaume, et sa juridiction s'étendrait sur les provinces environnantes, qui se constituaient sur les territoires environnants. Ce seraient certaines des provinces qui se formeraient. En 1537, le gouvernement de Popayan. En 1539, les corregimientos de Pasto et Tunja. En 1541, le gouvernement d'Antioquia. Et en 1555, les gouvernements de Pamplona et Choco. En 1648, comme vous pouvez le voir. Ici seraient posées les bases pour la division administrative de l'État futur de la Colombie. L'époque coloniale, tant en Nouvelle-Grenade que dans les diverses zones des territoires conquis par les Espagnols, a été caractérisée par l'évangélisation des indigènes par le biais de diverses missions ecclésiastiques. Un système fiscal colonial basé sur des taxes sur le commerce transatlantique, l'achat-vente et les loyers, en plus des taxes ecclésiastiques et, enfin, un métissage abondant entre les blancs espagnols, les indigènes et les noirs amenés d'Afrique en tant qu'esclaves. Cela a donné lieu au système de classe sociale, où les Espagnols étaient à la tête, suivis des créoles, des métis, des indigènes et, enfin, des esclaves noirs. En 1717, et en conséquence du réformisme bourbonien qui cherchait à centraliser le pouvoir du roi dans une monarchie absolue, le vice-royaume de la Nouvelle-Grenade est créé par ordre du roi Philippe V. C'était l'union territoriale du nouveau royaume de Grenade, le reste du royaume de Tierra Firme qui occupait le Panama,
la province de Quito, c'est-à-dire l'Équateur actuel, et la province du Venezuela, qui avait jusqu'alors fait partie du vice-royaume de la Nouvelle-Espagne. Bien que le vice-royaume ait été suspendu en 1723 pour des problèmes financiers, il a été restauré en 1739. Les raisons invoquées par la couronne pour donner plus d'importance à cette zone et la promouvoir au rang de vice-royaume étaient C'était la zone clé de production d'or. Et 2. La situation géographique stratégique entre deux océans. Le premier vice-roi nommé était Georges de Villalonga et Sébastien de Eslava le Ier après la restauration du vice-royaume en 1739. Il convient de souligner que pendant toutes ces décennies, les territoires continuaient de s'étendre vers le sud, de sorte que de nouvelles gouvernances et capitaineries étaient constamment créées au sein du même vice-royaume pour décentraliser le pouvoir, telles que la gouvernance de Guayaquil en 1764 et la capitainerie générale du Venezuela en 1777. Les nouvelles réformes économiques ainsi que les injustices ont créé en Nouvelle-Grenade, comme dans toutes les couronnes espagnoles, un sentiment d'indépendance qui s'est reflété dans des révolutions communales comme celle de Manuela Beltrán et Antonio Galán en 1742. Mais le premier cri d'indépendance ne serait pas vu avant le 20 juillet 1810, dans une émeute connue sous le nom de cri de l'indépendance. Cette émeute marquerait le début de la période de la Patria Boba, qui serait une période de lutte constante entre fédéralistes et centralistes pour l'indépendance à partir de 1810 et qui a été en gros ainsi. En 1811, les Provinces unies de Nouvelle-Grenade sont fondées, qui n'occupèrent que les territoires de l'ancien royaume de Grenade, excluant la capitainerie du Venezuela, la gouvernance de Guayaquil et la Real Audiencia de Panama, qui étaient restées fidèles à l'indépendance. Les provinces reviendraient sous le contrôle espagnol en 1816, après la reconquête sous le commandement de Pablo Morillo. Mais elles retrouveraient leur indépendance en 1819 cette fois, sous le nom de Grande Colombie, qui après 3 ans s'unirait avec le reste des territoires qui faisaient partie du vice-royaume et dont le président titulaire serait le libérateur Simón Bolívar, et cela scellerait la séparation totale de l'Empire espagnol. Et bien, comme le reste des territoires nouvellement indépendants, il existait diverses controverses sur les délimitations territoriales des nouveaux pays qui ont généré plus d'un conflit international. Dans le cas des États de la Grande Colombie, leur premier conflit externe serait contre le Pérou dans la guerre Grande Colombo-péruvienne de 1828 qui s'est terminée par le traité de Guayaquil avec un statu quo ante bellum, c'est-à-dire la situation a été maintenue avant le conflit. Cependant, en raison du nationalisme déjà existant, le projet d'unification de la Grande Colombie ne durerait pas longtemps, et vers 1861, il se désintégrerait en l'État du Venezuela, l'État de l'Équateur et la République de la Nouvelle-Grenade, c'est-à-dire l'actuelle Colombie avec le Panama, et avec quelques différences territoriales qui se résolvaient au fil des années. La Nouvelle-Grenade affronterait l'Équateur dans la guerre de Coca de 1832 où elle réaffirmerait sa souveraineté sur les provinces de Pasto, Popayan et Buenaventura. Après la signature du traité de Pasto, le nouveau Grenade serait établi comme frontière officielle entre les deux pays, le fleuve Carchi. En plus des conflits internationaux, le gouvernement granadin a également dû faire face à diverses instabilités internes qui ont conduit à diverses guerres civiles. La première, la guerre des couvents entre 1837 et 1841, où une rébellion religieuse éclate en raison de certaines réformes religieuses du président José Ignacio Márquez.